Il ne faudrait pas négliger en effet l'influence exercée par la tradition romanesque sur l'œuvre de Corneille. Tout d'abord, comme les parfaits chevaliers dont ils descendent, les héros cornéliens affectent une soumission parfaite à leurs dames. Ils tiennent tous pour la dernière bassesse d'obtenir celle qu'ils aiment sans se faire auparavant agréer d'elle. Le Cid, qui pourtant, suivant les conventions fixées par le roi, a mérité Chimène en triomphant de Don Sanche, se jette à ses genoux après le duel et se soumet encore à sa volonté. Je ne viens point ici demander ma conquête, je viens tout de nouveau vous apporter ma tête. Madame, mon amour n'emploiera point pour moi, ni la loi du combat, ni le vouloir du roi. Le Cid. De même, Sévère, pourtant le favori de l'empereur, tremble au moment de revoir Pauline. Car je voudrais mourir plutôt que d'abuser des lettres de faveur que j'ai pour l'épouser. Polyeucte. D'ailleurs, chez Corneille, comme dans les romans, les dames emploient ce pouvoir absolu dont elles disposent à rendre leurs amants vertueux. Ainsi, Eurydice, voyant que son prétendant va commettre un assassinat, « Pourrais-je après cela vous conserver ma foi, comme si vous étiez encore digne de moi, Suréna ?» Et bien des endroits, Corneille fait résulter la vertu de ces héros de leur obéissance à leurs dames et à leur amour, et de leur amour, acceptant en cela le point essentiel de la morale courtoise, et aussi le plus contesté par les moralistes sévères, au nombre desquels on prétend le ranger. Le Cid a dû une bonne part de son succès, nous en avons vu le témoignage chez Corneille lui-même, à la fameuse scène 4 de l'acte 3, où Rodrigue explique à Chimène qu'il a dû venger son honneur en considération même de son amour, et non pas aux dépens de cet amour. Il était tout près, dit-il, de donner la préférence à l'amour. À moins que d'opposer à tes plus forts appas qu'un homme sans honneur ne te méritait pas, que malgré cette part que j'avais en ton âme, qui m'aima généreux, me haïrait infâme, le Cid. C'est pour conserver l'amour intact qu'il lui a préféré le devoir. Si cette conception suivant laquelle l'amour peut présider à la vertu, même la plus rigoureuse, avait toujours paru scabreuse au tenant de la stricte morale, elle avait, à ne pas en douter, l'agrément des contemporains de Corneille, puisqu'elle s'exprime à cette époque dans tous les genres littéraires, romans, théâtre, poésie, et qu'on la retrouvera même dans les compositions épiques, raillées par Boileau, oubliées aujourd'hui, des Chapelain, des Scudéry, des Desmarets, de Saint-Sorlin. Ce dernier en donne une des formules les plus saisissantes dans son épopée de Clovis, 1657, où Lisois, l'ancêtre de Montmorency, répond à la belle Yolande dont il est amoureux et qui veut lui faire trahir son roi qu'il n'aura plus pour la servir le cœur d'un véritable amant, si son honneur n'est plus intact. Voulez-vous que l'un de l'un sans l'autre je dispose, si l'honneur et le cœur sont une même chose, le Cid. Il serait facile de montrer que Corneille lui aussi confond l'honneur et le cœur plus profondément qu'il ne les oppose, et que tout le mouvement du drame va chez lui de la division passagère de l'âme à la conscience retrouvée de son unité, d'une unité qui n'est pas le fruit de la contrainte, mais la loi des belles âmes et la condition même de leur bonheur. Comme par exemple la façon dont Émilie dans Cinna résout ses hésitations. « Amour, serre mon devoir et ne le combat plus. Lui céder, c'est ta gloire, et le vaincre, ta honte. » C'est surtout par ce côté de son inspiration que Corneille se rattache, et de façon assez étroite, à ce qu'on a appelé la littérature précieuse, sur la foi de ceux qui, au XVIIe siècle, ont méprisé et combattu le sublime aristocratique, c'est-à-dire surtout de Boileau. On oublie trop souvent que la gloire et la courtoisie ont imprégné jusque sous Louis XIV une part considérable des créations littéraires. On réduit la préciosité à un bizarre et éphémère état d'esprit dont on déplore de retrouver quelques traces, considérées d'ailleurs comme superficielles chez les grands écrivains du siècle. En fait, l'énorme succès des romans goûtait non pas seulement d'une coterie, mais de toute la société cultivée qui les cite et les commente sans cesse dans ses lettres et ses conversations. Établies suffisamment qu'elles étaient, pour une grande part, l'esprit et le penchant du public. L'austère Corneille de la critique traditionnelle semble bien éloigné de la carte du tendre et des mièvreries romanesques par lesquelles on connaît surtout aujourd'hui la littérature précieuse. Mais les romans précieux, malgré leur mièvrerie, sont pleins de sentiments et d'actions héroïques ou magnanimes. Et la grandeur d'âme la plus cornélienne
y est sans cesse lié à la tendresse, conformément aux traditions de la littérature chevaleresque. L'amour des romans tourne aussi souvent au sublime que le sublime de Corneille tourne à la galanterie. L'un ne va guère sans l'autre. Comment s'étonner dès lors que ceux-là même qui aiment les romans aient été aussi les admirateurs de Corneille? Madame de Sévigné est du nombre, elle qui proclame bien haut la supériorité de Corneille sur tous ses concurrents, elle qui écrit « Je suis folle de Corneille, il faut que tout cède à son génie ». Avoue d'autre part sa passion pour Mademoiselle de Scudéry et pour la Calprenède édit du roman de Cléopâtre, œuvre de ce dernier auteur que les sentiments en sont d'une perfection qui remplit son idée sur les belles âmes. De même, Perrault, dans ses parallèles des anciens et des modernes, 1688-1697, fait succéder à l'éloge de Corneille la défense de la belle galanterie épurée et spirituelle, puis l'apologie de l'Astrée, du Cyrus et des autres romans. Le même auteur avait précédemment porté au nu Corneille dans son poème sur le siècle de Louis le Grand, 1687, et devait plus tard défendre contre Boileau dans son apologie des femmes le mérite de Mademoiselle de Scudéry et l'honneur du sexe féminin. C'est enfin Pradon qui, dans ses nouvelles remarques sur les œuvres du sieur c'est-à-dire du sieur d'Espréau, paru en 1685, plaide en même temps la supériorité de Corneille sur Racine et l'excellence du Cyrus et de la Clélie. 100 ans plus tard, Voltaire unira encore, mais pour les critiquer, l'œuvre de Corneille et la littérature romanesque. On ne peut presque lire une page de ses commentaires sur Corneille sans y voir les tragédies de cet auteur rapproché des misérables romans de son temps. Il relève dans Cinna l'expression trop romanesque à son gré de véritable amant et la juge plus digne de l'Astrée que d'une tragédie. Il juge sévèrement les galanteries de Polyeucte, cette imitation des héros de la chevalerie infectait déjà nos théâtres dans sa naissance. Toutes les pièces de l'édifice courtois ont part tour à tour à ces sarcasmes, le rigueur des dames, le dévouement des héros, la parfaite dévotion amoureuse des conquérants. C'est Corneille surtout qui mérite, selon lui, qu'on lui applique le reproche fait par Boileau à Mademoiselle de Scudéry, de peindre Caton galant et Brutus dameré. Tous ceux qui disent, écrit-il encore, que Racine sacrifiait tout à l'amour et que les héros de Corneille étaient toujours supérieurs à cette passion n'avaient pas examiné ces deux auteurs. D'où cette dédaigneuse réflexion. Il est très commun de lire et très rare de lire avec fruit. Lançon était loin de la vérité quand, après avoir remarqué que l'amour épuré concourt à la vertu chez les personnages de Corneille, il déclarait cet amour bien différent du désir qui naît de l'agrément et qui est l'amour ordinaire des romans. Pourtant, Lançon écrit ailleurs, à travers les romans chevaleresques et pastoraux, les élégies et les tragédies, la conception des troubadours s'étalera, s'épanouira jusqu'à ce qu'elle rencontre ses formules définitives, philosophiques dans Descartes et poétiques dans Corneille. Histoire illustrée de la littérature française. Amour idéal, tradition courtoise et esprit des romans se confondent et se retrouvent ensemble chez Corneille. L'accord établi par l'esprit courtois entre le sentiment amoureux et les vertus sociales, vaillance, honneur, grandeur d'âme, soulève de grandes difficultés qui méritent d'autant plus l'attention qu'elles constituent justement le point délicat de la morale cornélienne. Dans les relations de la vertu avec l'amour, toutes les conciliations courtoises effacent malaisément une contradiction profonde qui peut aller parfois jusqu'à la menace d'une franche rupture. Dans la société noble, comme dans toutes les sociétés connues jusqu'à ce jour, la nature des choses veut plutôt qu'on enlève à la vertu ce qu'on donne à l'amour. La société et sa morale enseignent toujours par quelque côté à regarder hors de soi, à se tendre. L'amour ne sait que s'abandonner à lui-même. D'où sa condamnation par la société comme un principe et comme un symbole de dissolution morale. La morale noble a beau faire la part belle à l'impulsion, il est un point où l'impulsion, méprisant toute autre considération qu'elle-même, met toute morale en danger. Ce point est plus aisément atteint sans doute dans l'amour qu'ailleurs, si l'on juge par les inquiétudes particulièrement vives que cette passion inspire aux moralistes. Les partisans de la conception romanesque se proposent justement de diminuer ces inquiétudes, de faire entrer l'amour tout entier dans le jeu de la vertu. Ils introduisent à côté de l'opinion publique, et d'accord avec elle, l'opinion de la femme aimée et prétendent ainsi faire coïncider les élans de l'amour avec les exigences de la loi sociale.
Mais leur entreprise n'inspire qu'une confiance médiocre. La chevalerie, écrit saint Marc Girardin dans son cours de littérature dramatique, faisait une tentative qui n'a jamais réussi, quoique souvent essayée. La tentative de se servir des passions humaines, et particulièrement de l'amour, pour conduire l'homme à la vertu. Les difficultés rencontrées par la conception courtoise dans son effort pour concilier la morale et l'instinct se répercutent d'ailleurs en contradictions intérieures, aisément observables jusque dans la métaphysique amoureuse du XVIIe siècle. D'une part, l'amour est censé s'adresser toujours au mérite, mais d'autre part, il doit être irrésistible et instinctif. Cette contradiction existe aussi chez Corneille. Tout ce qu'on écrit à son sujet sur l'amour d'estime n'empêche pas que l'élection amoureuse ne doive résulter de l'instinct. Le choix ne saurait être entièrement justifiable sans déprécier affectivement l'objet qui se veut au-dessus de tout jugement. Tous les romans avant et après Corneille confirment et développent à satiété le mot de Rodogune sur ce je ne sais quoi qu'on ne peut expliquer. Il entre dans la perfection de l'amour, de ne devoir de compte, ni à la morale, ni à la raison, ni à la justice, qui sont pourtant les normes de toute perfection. Autre contradiction, plus immédiate et plus gênante, celle qui fait de la joie d'aimer le bien suprême et répugne en même temps à l'accomplissement de l'amour. Équilibre quasi impossible où le désir se fait souffrance pour s'excuser, où l'on se fait l'esclave et le martyr de la femme pour se punir de s'en être fait l'adorateur. Le Moyen-Âge, en créant l'amour courtois, a créé, suivant le côté par où on le considère, une source de vie et de beauté ou une névrose. Il faut donc que la vertu soit ennemie de l'amour. Ce n'est pas la flatter sans doute ni l'encourager. La tentative courtoise, comme toutes les tentatives du même ordre pour accorder l'amour et le bien, est un fait de civilisation supérieure, bien en avance sur l'état général des mœurs. Pareille tentative provoque naturellement la suspicion. On invoque toujours contre elle un état ancien des habitudes et des valeurs, où l'amour n'avait pas encore conquis son pernicieux prestige. On oppose à la conception des romans une autre plus archaïque et que les romans n'ont jamais détruite, selon laquelle l'amour risque de déshonorer ceux qu'il assujettit, les détourne des grandes choses, ravale les pensées, engendre mollesse et félonie. Dans sa pureté primitive, l'idéal du preux était assez fortement hostile à l'amour et à la femme. Le comportement héroïque s'accompagnait d'une religion exclusive de la virilité. Roland pense en mourant à ses conquêtes, aux hommes de son lignage, à Charles son seigneur, et c'est tout. Cette tradition hostile à l'amour est souvent incarnée chez Corneille par les vieillards, les pères surtout, dépositaires naturels de la saine misogynie du vieux temps. Don Diego, le vieux Horace, le vieil Horace. Ce sont eux qui enseignent à mépriser la femme, à rejeter l'amour au second plan, à n'estimer vraiment que la gloire des armes et des suffrages est virile. Reste à savoir dans quelle mesure leur prédication donne le ton à l'ensemble de l'œuvre, et si Corneille, tout en indiquant le débat que de tels personnages ont pour fonction de soulever, ne lui a pas donné une solution différente de la leur. Devant la condamnation de l'amour, c'est une tendance fréquente de la littérature courtoise que de rompre avec la morale reçue, de mettre l'amour au-dessus de toute règle, d'en faire la vertu et presque la divinité suprême. Telle est même la définition de l'esprit courtois proprement dit, tel qu'il s'est formé dans la poésie du Midi. L'apologie de l'amour peut prendre la forme extrême d'une révolte de l'amour contre les valeurs sociales, devoir féodal, familial, conjugal. La morale y perd plus qu'elle n'y gagne. Sans doute n'est-ce pas toujours le cas. Il ne faut pas que les formes aiguës de la religion courtoise cachent le phénomène plus général de la valorisation de l'amour, que la société dans l'ensemble a assimilé en se civilisant. Il n'en reste pas moins que la littérature romanesque est pleine d'exemples peu édifiants. Non seulement l'amour courtois tente à se donner pour incompatible avec le mariage, mais il fait oublier toute dignité sociale. Aucassin ne veut pas porter les armes tant qu'on lui refuse Nicolette. Le Lancelot de Chrétien de Troyes consent pour se rapprocher de sa dame à se laisser transporter sur la charrette déshonorante. Amour lui commande d'y monter, cependant que raison l'en dissuade. Mais amour doit triompher et triomphe. Sous cette forme, la passion courtoise ne se distingue plus aux yeux de la société du dérèglement pur et simple. Elle n'en diffère que par rapport à la personne aimée, par le dévouement idéal, par l'adoration. La religion de l'amour se développe alors comme une religion étrangère à la société et contraire à ses lois.
Notez que dans la mesure où il rompt ouvertement avec la société et la raison, l'amour courtois tourne à la tragédie et ne peut guère se concevoir comme distinct du malheur. Il s'entoure alors de circonstances telles que la révolte et le châtiment se confondent presque, ainsi dans Tristan et Iseux. Au contraire, quand l'équilibre de la loi sociale et de l'amour est conservé, l'amour est heureux et l'histoire finit bien, comme c'est le cas le plus fréquent chez Chrétien de Troyes et aussi dans les romans du XVIIe siècle et chez Corneille. Si le Cid eût été Lancelot, il eût sans doute abandonné son père et sa gloire plutôt que de faire aucune peine à Chimène. Il faut reconnaître que Corneille a toujours résolu les cas semblables au sens contraire, non pas en libérant les courtoisies de toute contrainte, mais en tendant à l'extrême des ressorts moraux, en couronnant tous les sacrifices que l'amour inspire par le sacrifice de l'amour lui-même. Le parfait amour est pour lui non pas seulement le plus entier, mais le plus capable, s'il le faut, de renoncer à se satisfaire. Rodrigue se situe de ce point de vue aux antipodes de Lancelot. Dans l'explication qu'il donne lui-même de sa conduite, quand il déclare qu'il a dû renoncer à l'amour de Chimène pour mériter justement cet amour auquel il tient par-dessus tout, sa dialectique apparaît à ce point tendue qu'on peut presque dire que le cœur a perdu ses droits devant un devoir tyrannique. L'impression est encore plus forte dans le cas des personnages féminins. Pauline avoue expressément à Sévère que sa raison tyrannise son cœur. D'autres héroïnes proclament sans cesse la dure souveraineté de leur devoir sur leur passion. La raison semble bien ici l'ennemi direct de l'instinct, dressé contre lui et destiné à prévaloir sur lui. L'idée habituelle que l'on se fait de Corneille repose surtout sur cet aspect de son théâtre, et il semble confirmé par Corneille lui-même quand il écrit « J'ai cru jusqu'ici que l'amour était une passion trop chargée de faiblesse pour être la dominante dans une pièce héroïque. » On aurait tort cependant de voir là une condamnation formelle de la moralité romanesque. Il faut prendre garde que ces mots furent écrits au temps de l'Alexandre de Racine et qu'ils sont dirigés contre la tragédie tendre qui disputait victorieusement à Corneille, parvenu à la fin de sa carrière, la faveur du public. Il est naturel que Corneille, cherchant à se distinguer de ses rivaux, tende à imaginer entre eux et lui une opposition radicale, là où il n'existe en réalité qu'une différence de degré. Et d'ailleurs, que dit-il? Que l'amour ne doit pas avoir la première place et tout conduire dans une tragédie. Il ne dit pas que cette passion doit en être éliminée ou n'y apparaître que pour être brimée. La formule qu'il emploie est très significative. Il faut que les grandes âmes ne la laissent agir qu'autant qu'elle est compatible avec de plus nobles impressions. Il trace une hiérarchie, mais il souhaite un accord. Il est bien évident que l'amour n'est pas à ses yeux la première des vertus. L'amour n'est même pas la source exclusive des vertus. Il ne tend à jouer ce rôle que dans les romans, et Corneille n'est pas un auteur de romans. Il n'en reste pas moins que l'amour, quand il est bien entendu, peut être compatible avec ces impressions plus nobles que produisent les grands intérêts d'honneur, de guerre ou d'État. Corneille n'oppose qu'à moitié la grandeur qui fait le fond du théâtre tragique à l'amour. Il a plutôt cherché dans toute son œuvre à les concilier qu'à les mettre en conflit. De fait, il faut bien remarquer que Corneille, même lorsqu'il tend les liens qui unissent le devoir à l'amour, répugne à les briser. La dialectique romanesque ne renonce jamais chez lui à concilier le cœur et le devoir et ne les laisse pour ainsi dire jamais face à face comme deux ennemis. Il est indispensable de remarquer en tout cas que le prétendu discrédit de l'amour dans son théâtre ne rejaillit absolument pas sur la femme. La suprématie féminine et l'idéalisation de la femme constituent véritablement le fond de toute la conception courtoise. L'amour n'est pas radicalement condamné tant que la femme reste en honneur. Il faut qu'on le fasse descendre de son piédestal pour que le système s'effondre. Aussi, les vrais ennemis de l'esprit courtois depuis le Moyen-Âge s'en prenaient-ils à la femme, clerc intransigeant ou bourgeois cynique? Ils dénonçaient en elle l'incarnation de la faiblesse et dans sa déification un crime ou une sottise. Boileau, à l'époque qui nous intéresse, ne procédera pas autrement. Corneille, au contraire, est si attaché à la tradition romanesque qu'il a jugé bon, alors même qu'il marquait les faiblesses de l'amour, d'en absoudre le caractère féminin, d'incarner toujours l'exigence de la vertu dans la femme aimée. Les protestations du sentiment se trouvent plus volontiers dans la bouche des héros masculins. C'est par voie d'autorité féminine que la vertu triomphe dans son théâtre, si rigoureuse qu'elle soit. Elle continue à se confondre avec une image idéale de la femme. Telle était d'ailleurs
à peu de discordance près, la tendance générale de son siècle. Le couple cornélien le plus commun est donc constitué par une héroïne d'une vertu stricte et un chevalier soupirant qui récrimine seul contre la rigueur du devoir. Ainsi Pauline est sévère dans Polyeucte. De même, Othon répugne à obéir au devoir qui lui enjoint de renoncer à Pauline. C'est Pauline qui lui recommande de se soumettre et d'élever son amour au-dessus du commerce des sens, et c'est lui qui objectera qu'un tel épurement demande un grand courage. Othon. Cet arrangement était devenu, à l'époque de Corneille, comme une sorte de convention littéraire et morale presque intangible. On le trouve dans tous les romans du temps. Partout, des héroïnes d'une vertu sévère garantissent le respect de la stricte morale, attaquées par des héros au cœur sensible. Une semblable combinaison sauvait l'héritage romanesque tout en accentuant à l'extrême ce qu'il contenait de sévérité. Elle conciliait le prestige de l'amour et le contrôle de la société. Nous avons vu qu'à l'origine, l'amour courtois se situait souvent en dehors de la règle sociale et contre elle. L'amour des chevaliers et des dames dans les romans du Moyen-Âge est souvent en révolte contre les obligations de la naissance, l'autorité des parents, la loi du mariage. Dans la tragédie de Corneille, comme dans toute la littérature sérieuse de son temps, on ne trouvera au contraire en règle générale ni déchéance sociale des héros et des héroïnes, ni rébellion contre l'autorité familiale. La Camille d'Horace est une exception notable, la seule d'ailleurs, si on laisse de côté les involontaires faiblesses de Chimène qui firent pourtant scandale et constituèrent un des thèmes principaux de la querelle du Cid. Ni rébellion contre l'autorité familiale, ni manquement à la foi conjugale. La société y fait la loi à l'amour. L'idéal courtois s'est socialement parlant régularisé. Il sera curieux de constater dans cette régularisation l'influence mêlée d'un principe de discipline sociale qu'on peut appeler moderne et des traditions les plus archaïques de la féodalité.